bonjour tout le monde. Je pense qu'on est mûr, honnêtement, après une si longue attente, d'avoir un nouveau MathFact. Oui, j'entends les délires à la maison. Voici un nouveau MathFact. Ça commence ainsi. Donnez-moi un nombre. Je vous entends pas. Donnez-moi un nombre, n'importe quel au monde. J'entends 40. Admettons qu'on partait avec 40. 40. Le but consiste à établir une suite de nombres après le nombre inventé, ici pour vous, 40. Si le nombre est pair, on va le diviser par 2. Donc si le nombre est pair, on divise par 2 pour obtenir le nombre suivant. Si le nombre tombait à être pair, toujours divisé par 2. Par contre, s'il tombait à être un jour impair par ce genre de suite, on le triplait plus 1. Donc, s'il est pair, on va le diviser par 2. S'il devient être impair un jour, on va le tripler, puis on va lui additionner 1. Donc, dans ce cas-ci, 40 est pair. Donc, s'il est pair, on le divise par 2. Donc, il devient être, bien sûr, ici 20. Par après, 20. 20 est encore pair. On le divise encore par 2 vu qu'il est pair. 20. Donc, on obtient ici, bien sûr, 10. 10 est encore pair. On le divise par 2. On obtient, bien sûr, ici, à la suite, 5. 5 est impair. Là, ce qui est impair, la règle va dire, on va le tripler plus 1. Donc, le triple de 100, on obtient, bien sûr, ici 15. 15 plus 1, c'est clair, 16. 16 tombe à être pair, on le divisera par 2. Donc j'obtiens ici 8. 8 est pair, on le divise aussi par 2, donc on obtient 4. 4 est pair, on le divise par 2, donc on obtient ici 2. 2 est encore pair, bien sûr, on le divisera par 2. On obtient clairement 1. 1 est impair, ici, vu qu'il est impair, on va le tripler plus 1. Oui. Donc si on le triplait 1, on obtient bien sûr 3. 3 plus 1, bien sûr, ici, la franchise serait 4. 4 est pair, on le divise par 2, donc 2. 2 est pair, on le divise par 2, donc 1. 1 est impair, le triple de 1 plus 1. Le triple de 1, 3 plus 1, 4. 4 est pair, donc on le divise par 2, 2. 2 est pair, on le divise par 1, donc 1. Je pense que vous saisissez le principe, si vous remarquez bien, on obtient un cycle répétitif, c'est-à-dire 4, 2, 1, 4, 2, 1, et ça aussi indéfiniment. On tournerait toujours alentour de 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Qu'est-ce qui est malade de cet énoncé? Si le nombre est pair, on le divise par 2, si il est impair, on le triplait plus 1. Ceci tomberait toujours à 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, peu importe le nombre initial. C'est qu'est-ce qui est malade? Là, je vous entends dire à la maison, c'est ça, ça fonctionne, arriver au cycle 4, 2, 1 répétitif à cause qu'il a choisi lui-même son premier nombre, 40. Je vous jure qu'on va toujours arriver à en m'emmener malgré nous 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, peu importe le nombre initial choisi. Avec des consignes strictes qui disaient que si le nombre était impair, on le triple plus 1. S'il était pair, on le diviserait par 2. Je vous jure que c'est vrai, peu importe le nombre initial, qu'on va toujours terminer par 4, 2, 1, cycler comme ça jusqu'à la nuit des temps. La preuve, donnez-moi un nombre, n'importe quel. Je veux un nombre, donnez-moi un nombre, là, je ne vous entends pas. Mettons que je prends le nombre 25. Pour vrai, j'ai dit 25, totalement au hasard, je tiens à dire. Mettons que je prends ici 25. 25, il est impair. Donc, la consigne dit que lorsque le nombre est impair, on va le tripler plus 1. Donc, le triple de 25 donne bien sûr sur les 15, sur les 15 plus 1, 76. 76, il est pair, on va le diviser par 2. Pour obtenir bien sûr ici, divisé par 2, 38. Il est pair 38. Donc, s'il est pair, divisé par 2, on le... C'est ici 19. 19 est impair, on va le tripler plus 1. Donc 19 fois 3, 57, plus 1, 58. 58 est pair, on va le diviser par 2, on obtient bien sûr 29. 29 est impair, on va le tripler donc plus 1. Donc le triple de 29 donnerait 87, plus 1, 88. 88 est pair, on va le diviser par 2. 44, il est pair, divisé par 2. 22, il est pair, divisé par 2. 11. 11 est impair, on va le diviser par 2. C'est-à-dire 11 est impair, pardon. On va le tripler plus 1. Le triple de 11, 33 plus 1, 34. 34 est pair, on va le diviser par 2. Donc j'obtiens ici 17. 17 est impair. Le triple de 17 plus 1, on obtiendrait ici 52. 52, il est pair, divisé par 2. 26. 26 est pair, on le divise par 2, donc 13. 13 est impair. Fois 3, 39 plus 1. 40. 40 est pair. Donc, bien sûr, 40, on le divise par 2. Ainsi de suite. Là, comme je manque d'espace, magie incroyable, ce 20 est le même que ce 20 ici de tantôt. Donc, c'est là que je poursuivrai par la même séquence et malgré moi, terminer par 4, 2, 1, cycliquement parlant jusqu'à la nuit des temps. Ceci est vrai, peu importe, ça c'est malade, le nombre initial choisi. Le premier qui s'est intéressé à la suite suivante a été un dénommé Lothar Kollátz. Je vous le présente ici. Voici Lothar Kollátz. Lothar Kollátz est un Allemand qui apprécie beaucoup les suites, donc certaines suites numériques.
Et lui, pour diverses circonstances obscures, il aurait découvert la suite suivante. C'est-à-dire, il serait dit, j'invente une suite avec un nombre initial. S'il était pair, on divise par 2. Si le nombre était pair, on va le tripler plus 1. Puis les termes constat souvent, comme nous, on en a convenu tantôt, a toujours, malgré nous, terminé par la séquence K1 répétitive. Donc, l'octave Collatz a été le premier, année 20, plus précisément vers les années 1928. L'octave Collatz, l'allemand en question, le premier à avoir découvert ceci, a rendu populaire la séquence suivante à travers le monde. Ceci, aujourd'hui, s'appelle la conjecture de Syracuse. La conjecture de Syracuse a été rendue populaire, non pas par l'octave Collatz, initialement parlant, mais par son ami, un Allemand aussi d'origine, Helmut Hasse. Voici Helmut Hasse. Helmut Hasse, c'est lui qui a répandu vraiment beaucoup plus en Amérique la séquence, donc la suite suivante. Car il était dans l'université de Syracuse, justement, dans l'État de New York, et c'est à cette université qu'il a répandu la nouvelle colossale que peu importe le nombre choisi, qu'on arriverait malgré nous toujours à la séquence 4-2-1. D'où on a accolé le nom de conjecture de Syracuse à l'université de Syracuse, dû à Helmut Hasse qui l'aurait répandu, diffusé dans cette université la première fois. Mais il faut comprendre que la conjecture de Syracuse, instituée par Lothar Collatz en Allemagne la première fois, est répandue en Amérique par ensuite son grand ami Helmut Hasse à l'université de Syracuse, d'où la conjecture de Syracuse est son nom, même encore aujourd'hui. Mais elle ne s'est pas restreint à l'université seulement de Syracuse, sa popularité. Car il y avait dénommé Stanislas Ulam, qui lui aussi, en Amérique, malgré le fait que c'était polonais d'origine, travaillait au laboratoire de recherche de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Donc, même à cet endroit-là, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, on aurait répandu encore la grande suite importante, comme étant ici la suite suivante, qui terminait tout le temps par 4-2-1, 4-2-1. Donc, elle s'est répandue à travers l'Amérique grâce à plusieurs autres personnes. Et par après, à travers le monde entier également, là j'en passe des noms de mathématiciens qui ont aussi découvert également par eux-mêmes, par le flou du hasard, plus qu'autrement, ce genre de suite. Ensuite, on déborde des années 30, 60, 50 pour arriver dans les années 60, en pleine guerre froide. En Amérique, les mathématiciens voulaient tellement connaître le pourquoi que ceci est toujours vrai, qu'on arrive tout le temps malgré nous à 4-2-1 répétitivement, qu'il y aurait une rumeur qui disait, en pleine guerre froide, qu'il y avait tellement de mathématiciens qui perdaient leur temps, en guillemets, à vouloir prouver ceci qui était toujours vrai, que ça ralentissait l'effort de guerre, également l'effort scientifique, donc à travers l'Amérique. Donc plusieurs disaient que c'est un complot soviétique, imaginez bien, inventé par la soviétique pour ralentir la recherche scientifique au niveau des mathématiques en Amérique. Tellement qu'il y avait des mathématiciens qui recherchaient à trouver le pourquoi que ceci était toujours vrai, peu importe le nombre initial imaginé. Mais ceci demeure quand même une rumeur. En terminant, cet énoncé s'appelle une conjecture parce qu'évidemment, une conjecture signifie que l'énoncé n'est pas prouvé. En maths, il existe deux sortes d'énoncés importants. Les conjectures, énoncés qui ne sont pas prouvés, et les théorèmes, qui sont des énoncés qui sont prouvés. Donc un jour, si un de vous, mettons que j'invente Sir Bousquet, découvrait la solution du pourquoi de la preuve que ceci est toujours vrai, peu importe le nombre initial, mais la conjecture de Syracuse s'appellerait dorénavant le théorème de Sir Bousquet, ou à la limite le théorème de Ben-Settiti, ou encore plus à la limite, théorème de Ouellet imaginé. Fait que dans le fond, votre nom serait approprié au théorème, un peu comme le théorème de Fermat, de Pierre de Fermat, un théorème hyper important dans l'histoire des maths, comme aussi le théorème de Pythagore, inventé, découvert plutôt, prouvé par, évidemment, Pythagore. C'est le même principe ici, la conjecture pourrait devenir un jour un théorème, mais ce n'est pas encore le cas. Aussi simple soit-il de l'énoncé suivant, on la comprend tous hyper bien, aussi complexe est prouvé cet énoncé. Donc c'est pas pour demain, je pense, que ces conjectures vont devenir un théorème. En terminant mon discours sur la conjecture de Syracuse, il y a un éminent mathématicien, Palerdos, vraiment un super, de brillant mathématicien, qui aurait dit un jour que les mathématiques ne sont pas encore prêtes à ce genre de problème imaginé. Donc les mathématiques ne sont pas encore assez évoluées pour qu'un jour on puisse vraiment prouver que c'est toujours vrai finalement. Donc, on peut dire évidemment que c'est complexe, la vraie preuve de ceci. Donc c'était un maths-fact que je trouvais super intéressant à vous renseigner sur une belle histoire d'une des suites les plus importantes dans notre histoire des mathématiques. On se retrouve donc plus tard.